Alors, imaginez un instant qu'on reçoive un rapport sur l'humanité, mais un rapport rédigé par des observateurs non humains. Et sur quoi porte leur analyse? Eh bien, sur un de nos aspects les plus familiers, les plus fondamentaux, le jeu. Non, non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, c'est en fait une analyse assez fascinante qui nous tend un miroir vraiment étrange et, disons-le, assez déroutant. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. Leur toute première observation est un choc. Notre façon de jouer, nos sports, nos loisirs, tout ça est qualifié de pathologique. C'est une affirmation pour le moins brutale. Alors, explorons ensemble pourquoi ils portent un jugement aussi sévère. Pour bien saisir la portée de leur critique, il faut d'abord comprendre leur propre idéal. Pour eux, c'est quoi un bon jeu? Quelle est leur définition? Ils ont un concept pour ça, l'oixuro keaya. Attention, ce n'est pas un simple passe-temps. C'est un art, une technique, à la fois complexe et surtout infiniment flexible. Il faut oublier tout ce qu'on connaît des jeux à règles fixes. Le point crucial, c'est que leur jeu a un but. Ce n'est pas juste pour s'amuser, non. Ils poursuivent 4 objectifs essentiels. Développer le corps, stimuler l'esprit, renforcer les liens sociaux et affûter les réflexes. En gros, c'est un outil de développement complet de l'individu. Et ce n'est pas du tout réservé aux enfants. Pour cette société, l'Oksuo Keaya, c'est une activité fondamentale qui commence dès l'enfance et qui ne s'arrête jamais. Le jeu est aussi essentiel que manger ou dormir. Bon, maintenant qu'on a leur idéal en tête, voyons comment nos propres activités se comparent. Et la critique est plutôt sévère. Leur diagnostic principal révèle ce qu'ils considèrent comme notre plus grande erreur, une fracture nette dans nos activités. D'un côté, il y a les sports, qui sont quasi exclusivement axés sur le corps. De l'autre, on a les jeux, concentrés sur l'esprit. Pour eux, cette division est une véritable anomalie. Le corps et l'esprit ne sont jamais développés en harmonie. Et ça va même plus loin. Selon leur rapport, cette spécialisation est carrément néfaste. Elle peut provoquer une atrophie, en développant certaines parties de notre être au détriment des autres. Une idée assez troublante quand on y pense. Et voilà le paradoxe central qui les a complètement stupéfiés. Ils nous observent comme étant chaotiques, anarchiques même, dans les domaines les plus importants de la vie, la société, la famille, la santé, mais en même temps, obsédés par la précision dans quelque chose d'aussi trivial de leur point de vue que les règles d'un jeu. L'illustration est parfaite, il suffit d'y penser une seconde. Les photos finish au millième de seconde, un coup de génie aux échecs annulé pour une fraction de seconde de retard, la standardisation obsessionnelle de chaque balle, de chaque raquette. De leur point de vue, c'est une application de la rigueur au plus trivial des domaines. Alors, quelle est leur solution? À quoi ressemble leur jeu s'il n'est pas rigide? C'est là que ça devient vraiment extraterrestre. Le point clé, ici, c'est que leurs règles ne sont pas fixes. Elles sont vivantes, adaptatives. Un immense réseau d'ordinateurs ajuste constamment les paramètres du jeu, un peu comme un maître de jeu omniscient qui s'assurait que le défi soit toujours optimal. Et où est-ce qu'ils jouent? Sûrement pas sur un terrain standardisé. Ils utilisent des oxyogadi, d'immenses fosses creusées dont la taille et la forme varient constamment. L'environnement lui-même est une variable du jeu. Et quand on dit immense, ce n'est pas une blague. Certains de ces terrains de jeu peuvent atteindre près de 3 km de long. Essayez juste d'imaginer un stade de cette taille. Maintenant, essayons de visualiser à quoi ça ressemble à l'intérieur. Le rapport décrit une scène déroutante. Un enchevêtrement de métal et de passerelles sans aucune logique apparente. Ça devient encore plus étrange. Imaginez des masses gélatineuses en suspension qui ajoutent un autre niveau de complexité et d'imprévisibilité à l'environnement de jeu. Et pour finir, des tourbillons de gaz qui se forment et se déplacent. L'environnement n'est pas seulement non standard, il est dynamique, changeant, presque vivant. C'est l'antithèse complète de notre terrain de foot parfaitement tondu et réglementé. Tout ça nous amène à leur conclusion, à la leçon qu'ils semblent vouloir nous transmettre à travers cette analyse de nos jeux. Et là, ils n'y vont pas de main morte. Ils prennent ce que beaucoup considèrent comme le summum du jeu intellectuel sur Terre, les échecs, et le qualifient de stérile. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Et voici leur logique. Pour eux, la maîtrise des échecs ne se transfère pas. Un grand maître d'échecs ne devient pas automatiquement un grand stratège militaire, un grand philosophe ou un grand scientifique. La compétence reste confinée au jeu lui-même, ce qui, pour eux, la rend inutile, stérile. Et voici leur conseil final. Ils suggèrent qu'on devrait carrément inverser nos priorités, être moins rigide et obsessionnel avec les règles de nos jeux et appliquer cette rigueur et cette discipline aux choses qui comptent vraiment. Notre société, nos relations, notre développement collectif. Au final, tout ça nous laisse avec une question.
Une question assez vertigineuse. Et si, finalement, cette perspective extérieure avait vu juste? Si on devait être en fait beaucoup plus joueur dans la vie de tous les jours et en même temps infiniment plus sérieux sur les règles qui la gouvernent vraiment. C'est une idée, c'est une idée qui laisse à réfléchir.